OK, bonjour tout le monde et bienvenue aux séances dans le cadre de cette série de formations portant sur la méthodologie de la recherche scientifique. Et comme nous avons vu lors de la dernière séance, nous avons présenté la structure de l'Institut de recherche, de formation et d'innovation en sciences de l'éducation. Donc, vous aurez la possibilité d'apprendre toutes ces choses sur notre site. Et je suis le directeur général de cette structure, donc ça, c'est un peu mes domaines d'expertise, que ce soit les sciences de l'éducation, l'ingénierie pédagogique et de la formation, la recherche scientifique et gestion de projet, etc. Et je suis membre de nombreuses instances internationales, que ce soit l'Association française des conférenciers professionnels à Paris et l'Association des docteurs, donc PhD, donc qui est une structure qui regroupe plus de 3000 docteurs et doctorants dans des domaines divers. Young Leaders of the Americas Initiative et International Global Network. Et aussi membre du réseau et interagence pour l'éducation en situation d'urgence et membre aussi du Centre des transferts pour la réussite éducative du Québec. Et depuis 2 ans, je joue le rôle du président du conseil d'administration du réseau Édugestion en Haïti, qui est une structure qui regroupe plus de 375 gestionnaires d'éducation venant d'Afrique, d'Haïti et du Canada. Lors de la dernière séance, nous avons vu le premier module. Donc, cette formation s'articule autour de 4 modules. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième module portant sur les fondements de la recherche scientifique. Les objectifs de ces modules, donc, premièrement, on va faire un bilan du module 1. On va définir la recherche scientifique et ses fonctions et identifier les étapes de la recherche scientifique et expliquer l'importance du cadre de référence et d'une recherche. Et comme nous avons vu la dernière fois, donc lors d'un processus de recherche, donc premièrement, on part des observations en tant que chercheur. Donc, vous tentez d'apporter des explications par rapport à vos observations, par rapport aux phénomènes que vous comptez étudier. Pour cela, vous allez avoir recours à des théories donc, qui vous permettent d'élaborer votre cadre de référence tout en établissant les liens entre ce que vous avez fait comme prédiction des résultats. Là, on parle d'hypothèses. Et ensuite, on va sur le terrain pour tester vos hypothèses à l'aide d'investigations, des enquêtes et qualitatives ou quantitatives, donc pour pouvoir aboutir à de nouvelles observations qu'on appelle résultats de recherche. Nous avons vu également 2 types d'énoncés en matière de sciences. Ce sont les énoncés universels ou généraux. Donc, ce sont des énoncés qui portent sur la totalité des événements d'un type particulier en tout lieu et en tout temps. Donc, ces énoncés sont généralement des lois et des théories qui constituent les savoirs scientifiques et etc. Et nous avons vu les critères pour que ces énoncés soient généraux. Et premièrement, le nombre d'énoncés d'observation formant la base de la généralisation doit être élevé. Et deuxième condition, c'est qu'aucun énoncé d'observation accepté ne doit pas entrer en conflit avec la loi universelle qui est en dérivée. Et troisième condition, c'est que les observations doivent être répétées dans une grande variété de conditions. Et en matière de construction des savoirs scientifiques, nous avons vu 2 logiques. La logique inductive, donc qui part des observations des faits,
et en priorisant un raisonnement logico-intuitif pour aboutir à des théories, des lois, des concepts et des formalisations via des hypothèses et des modèles de recherche. Et de l'autre côté, nous avons vu la logique déductive, donc c'est la logique ou un mode de raisonnement hypothético-déductif. Donc, c'est que les chercheurs partent plutôt des lois et des théories qui existent sur la question étudiée pour aboutir à des explications, à des résultats des recherches. Nous avons vu également l'esprit scientifique, qui est un élément important pour vous en tant que chercheur. Et l'esprit scientifique, donc, c'est votre volonté pour mettre en veille vos capacités de raisonnement, que ce soit en priorisant la logique déductive ou inductive. Et il faut adopter des méthodes pour appuyer votre raisonnement. Et les scientifiques et sont contraints de rendre publiques leurs analyses pour pouvoir valider les travaux de recherche et par la communauté scientifique. Et les attributs ou caractéristiques de l'esprit scientifique, nous avons vu premièrement, il faut être capable de prendre du recul. C'est ce qu'on appelle la distanciation et cultiver l'esprit critique, c'est-à-dire laisser la place au doute et par rapport aux résultats de recherche que vous avez obtenus. La tolérance, donc c'est chaque auteur, donc chaque scientifique, donc ont été influencés par des écoles de pensée, donc il faut être tolérant là-dessus. Et votre capacité de produire et de déduire des résultats, des hypothèses, des questions, des recherches par rapport aux phénomènes étudiés et aussi vos capacités de vous méfier des facteurs personnels qui peuvent influer sur les résultats de votre recherche. Nous avons vu également les concepts de Nature of Science. Donc, les concepts de Nature of Science montrent qu'un ensemble des caractéristiques et reviennent pour définir, c'est ce qu'on appelle Nature of Science. Premièrement, nous avons vu l'importance de la nature empirique en sciences et c'est-à-dire en tant que chercheur, donc il ne faut pas tout simplement se contenter des résultats issus des lois et des théories sur la question, mais il faut mettre en évidence d'autres données issues lors des investigations empiriques sur votre sujet. Il faut faire preuve de la créativité et de l'imagination lors du traitement de l'analyse et de la présentation de vos résultats de recherche. Et quel est le rôle des théories et de la subjectivité des chercheurs? Parce que donc ça, c'est un élément important. Donc, c'est pour réduire ce degré de subjectivité lors de la rédaction de la recherche scientifique qu'on vient avec, par exemple, la question des méthodes, la question des étapes de la recherche, la question de l'esprit scientifique, etc. Et il faut noter que toute recherche scientifique s'inscrit dans un ancrage social et culturel. Il faut en prendre en compte lors de la rédaction de votre travail. Par exemple, si j'ai effectué un travail en Haïti, donc les contextes socioculturels, donc c'est un élément important. Si vous effectuer une recherche en Afrique, au Canada, etc. Donc, ça, ce sont des éléments importants. C'est ce qu'on appelle, pour prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'ancrage socio-culturel. Nous avons vu également la classification des sciences en tentant de répondre à la question « peut-on classifier les sciences ?» Nous avons vu et les éléments suivants, les sciences formelles, donc qui va au-delà des frontières disciplinaires traditionnelles qui distinguent des sciences, des biologies, des mathématiques, etc., pour placer les sciences en deux grandes catégories, les sciences formelles
Ce sont celles qui reposent sur un domaine de définition des actions, des démonstrations, comme les mathématiques, la logique et l'informatique. Donc, ces sciences sont qualifiées comme théoriques ou fondamentales, voire des sciences pures. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Et ce sont des sciences qui s'articulent autour des trois éléments clés: l'observation, l'hypothèse et la vérification de l'hypothèse via un protocole de recherche ou un protocole expérimental. Si vous effectuez des recherches au sein des laboratoires, donc on peut avoir des protocoles de recherche relatifs à chaque laboratoire. Et les énoncés qui sont introduits dans les sciences expérimentales sont qualifiés d'idées réfutables par l'expérience. Donc, cela rejoint les principes de falsifiabilité et des théories énoncées par Karl Popper. Nous avons vu également la question pourquoi fait-on de la recherche. Nous avons vu faire de la recherche est important pour plusieurs raisons. Et d'abord, la recherche et le travail de recherche et la construction d'un objet scientifique, c'est-à-dire il permet aux chercheurs d'explorer un phénomène, de résoudre un problème, de questionner ou réfuter les résultats fournis dans des travaux antérieurs, d'expérimenter un nouveau procédé, une nouvelle solution ou une nouvelle théorie et appliquer une pratique à un phénomène particulier et en rapport avec votre domaine d'études et pour décrire ou expliquer un phénomène. La définition de la recherche scientifique, nous avons vu qu'au cours du premier module, que la recherche scientifique, c'est un processus dynamique ou une démarche rationnelle qui permet d'examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre, d'obtenir des réponses précises à partir d'investigations. Et c'est un processus qui se caractérise par le fait qu'il y ait systématique. Nous allons voir tout ça, et rigoureux, donc, pour aboutir à la production de nouvelles connaissances. Nous avons vu les objectifs de la méthodologie. Par exemple, pourquoi enseigner un cours sur la méthodologie de la recherche scientifique. C'est d'abord pour préparer votre recherche, pour sélectionner les sources d'informations fiables, pour chercher à localiser des documents. Donc là, c'est votre capacité pour effectuer des recherches documentaires pertinentes sur votre sujet de recherche, pour aussi être en mesure d'évaluer la qualité et la pertinence des sources consultées. Et tout cela vous permettra de mettre en place ce qu'on appelle une veille documentaire. Qu'est-ce qu'un sujet de recherche? Nous avons vu qu'un sujet de recherche donc, découle et est en lien avec un ou plusieurs termes. C'est ce qu'on appelle objet de recherche ou thématique. Et à travers ce choix, vous allez développer une pensée. C'est ce qu'on appelle un sujet de recherche. Donc, il faut choisir un sujet de recherche qui est en accord avec votre discipline et aussi avec les directeurs des mémoires ou de la thèse. Nous avons vu également qu'il y a beaucoup de facteurs donc, qui peuvent influer sur les choix de votre sujet, que ce soit les goûts personnels du chercheur, l'intérêt du sujet pour l'avancement de la science, la pertinence sociale, académique et professionnelle du sujet et la motivation et l'expérience du chercheur pour traiter tel ou tel sujet. Et pensez aussi aux retombées économiques de votre travail. Les enjeux de la recherche, nous avons souligné 4 catégories d'enjeux lorsqu'on possède une recherche scientifique. Premièrement, ce sont les enjeux nomothétiques, c'est votre capacité
des produits en savoir savant, c'est-à-dire les jargons que vous allez utiliser en tant que scientifique si vous évoluez dans des domaines comme l'éducation, la gestion, l'économie, etc. Et deuxième catégorie, ce sont les enjeux politiques, ce sont les retombées et de la science pour non seulement les individus, mais les institutions et de la place, comme les universités, les instituts, les organismes et nationaux, internationaux, etc. Troisième catégorie d'enjeux, ce sont les enjeux pragmatiques, c'est votre capacité de résoudre des problèmes de dysfonctionnement. Par exemple, j'ai constaté qu'il y a un problème de gestion des écoles au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince à cause de l'insécurité. Donc, comment, par exemple, je peux mener une recherche pour proposer de nouvelles solutions par rapport à ce phénomène. Et la dernière catégorie, ce sont les enjeux ontogéniques. Donc, vous pouvez effectuer des recherches pour contribuer au développement ou au perfectionnement d'une catégorie de personnes, que ce soit des enseignants, des gestionnaires, des directeurs d'école, etc. Nous avons vu, et lors de votre recherche, vous pouvez adopter trois modes d'investigation, c'est ce qu'on appelle posture et du chercheur. Donc, ça peut être une recherche qualitative, une recherche mixte ou une recherche quantitative. Et je sais, nous avons une recherche qualitative, donc si vous voulez étudier en profondeur un phénomène, donc à cela, vous donnez priorité au partage d'expériences, d'opinions, d'études des comportements des individus. Vous optez pour la recherche quantitative, celle-ci dans votre démarche, vous priorisez par exemple un plus grand nombre de sujets, c'est ce qu'on appelle des participants de la recherche pour avoir une idée globale du phénomène étudié. Donc, vous priorisez l'approche mixte. Donc, si c'est ici dans votre recherche, nous allons voir ça lorsqu'on parle du cadre méthodologique de la recherche. Donc, comment vous allez prioriser non seulement des outils de collecte des données qualitatives, mais vous priorisez aussi des outils de collecte des données quantitatives. Donc, à la fin de séance, nous avons donné un petit travail. Donc, qui porte sur les bilans précédents. Donc, maintenant, c'est le moment de partager ce que vous avez fait avec le groupe. D'accord? Les personnes qui veulent partager leurs travaux donc, peuvent soit écrire dans les chats ou lever la main pour prendre la parole. Merci. Okay. Allô, il y a quelqu'un? Oui. Ok, d'accord. Vous avez 5 minutes. Ok, moi, je vais partager ici. Voilà, je vais partager mon écran, mais je n'ai pas préparé le PowerPoint. Je vous ai envoyé ça d'ailleurs même avec sur votre mail les travaux que j'ai effectués. Donc, je vais partager mon écran. C'est indiqué ici que vous avez désactivé le partage d'écran. Allô? Allô? Vous me recevez, c'est audible? Allô? Ici, papa. Ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends maintenant. Oui, je vois. J'ai partagé, on dirait. Hein? Vous voyez mon écran? C'est votre travail.
Oui. OK. Vous voyez mon écran? Allô? Oui, je partage votre travail sur mon écran. Est-ce que vous voyez le mien? Oui, je vois votre mien, le mien, oui, bien sûr. OK, d'accord. Donc ici, vous moi, avez 5 minutes. OK, moi ici, c'est que j'ai effectué comme activité. Donc c'est, au fait, les questions que j'ai résolues, c'est choisir un thème. Mais la deuxième question, j'ai mis en rouge parce que je n'avais pas compris formuler un sujet, définissez les fonctions de votre recherche. J'avais une nuance entre le thème et le sujet. Donc, j'ai précisé le mode d'investigation et expliqué pourquoi j'ai choisi ce sujet, sa faisabilité, et énoncé les objectifs et quelques questions que j'ai posées. Il y a une question et 3 questions qui ont suivi. Vous avez demandé 2 questions, mais j'ai ajouté 3 questions. Donc ici, concernant mon sujet, donc mon thème, c'est sur l'évaluation des apprentissages dans le contexte du LMD en Guinée. Donc, le cas de 2 universités, l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia et de l'ISEC. Donc, ce projet de recherche doctorale, c'est un projet de recherche doctorale dont je travaille avec lequel donc je compte évoluer dans ce sujet. Donc, il s'inscrit dans le cadre de ma formation et l'évaluation des apprentissages. Et pourquoi ce sujet? C'est en Guinée, les spécialistes de l'évaluation de l'enseignement supérieur sont insuffisants par leur nombre, ce qui justifie le faible niveau d'appréciation du système dans la mise en musique et offrir les étudiants une formation de qualité. Donc, ce sont les motifs qui m'ont conduit à choisir ce thème. Donc, les pratiques pédagogiques liées à la question de l'évaluation des apprentissages dans le contexte du LMD est une problématique pour moi très intéressante. Elle constitue une question centrale dans la conduite des activités pédagogiques en classe dans l'optique d'assurer une formation de qualité aux étudiants. Donc, c'est dans ce cadre que s'inscrivent les motifs du choix de ce sujet. Donc, cette problématique, elle montre que dans l'enseignement supérieur souffre d'une formation de qualité tant au niveau des étudiants qu'aux encadreurs. C'est pourquoi notre gouvernement nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet doctoral, puisque un tel sujet de recherche trouvera des retombées significatives dans le cadre scientifique et social pour nous et la société dans un futur proche. Donc, l'approche, la réponse à la question sur l'approche que je préconise dans ce sujet de recherche, c'est que c'est le mode d'investigation mixte. Donc, il s'agit de la combinaison de 2 méthodes quantitatives et qualitatives. Je ferai une construction d'un questionnaire de recherche adressé aux étudiants, et qualitative qui va conduire des observations dans les classes pour suivre les professeurs et voir quelles sont les pratiques d'évaluation, comment les pratiques d'évaluation se déroulent. Donc, quant à l'approche théorique que nous entendons développer, c'est l'évaluation des apprentissages dans le contexte du développement des compétences. Donc, je suggère ici l'approche de Scalon, qui serait mieux placée pour analyser, interpréter les résultats. Donc, cette approche relève du modèle socio-construit, socio-culturel des apprentissages. Donc, c'est cette approche que j'utilise. Donc, ici, donc, les questions qui découlent de cela, et les objectifs, c'est analyser les pratiques d'évaluation des apprentissages en vigueur à l'ISEG ici, à l'Institut supérieur de sciences de l'éducation de Guinée, à l'Université Générale Lansana Conté, en se fondant sur une approche par les compétences. Donc, c'est un enseignement socio-constructiviste. Et l'objectif général, cela. Donc, de cet objectif général découlent 3 objectifs spécifiques. C'est de décrire les forces et faiblesses des pratiques d'évaluation d'apprentissage des étudiants en cours à l'ISEC et à l'UGLC. Examiner le niveau d'accompagnement des étudiants par leurs formateurs pendant le processus d'enseignement et de l'apprentissage. Déterminer le degré de participation des étudiants à l'évaluation de leur propre apprentissage. Et donc, la question dont je me pose par rapport à ces objectifs, c'est que cette question générale découle de l'objectif général. L'évaluation des apprentissages à l'ISEG et à l'UGLC s'accommode-t-elle à une approche par les compétences, c'est-à-dire aux exigences du LMD à la matière? De cette question générale découlent 3 questions spécifiques. Est-ce que les procédés d'évaluation favorisent le développement des compétences des étudiants? Est-ce que les étudiants bénéficient-ils de l'accompagnement nécessaire des formateurs pendant qu'ils réalisent les travaux d'apprentissage? Est-ce que les étudiants participent-ils à l'évaluation de leur apprentissage? Et voilà, au fait, le travail de manière très brève
que j'ai effectuées durant ces 3 derniers jours, puisqu'on était très occupés. Voilà, merci beaucoup. OK, merci beaucoup pour votre partage. Donc, c'est vraiment un beau début. Donc, vous avez vraiment mis en pratique les éléments que nous avons discutés. Maintenant, est-ce qu'il y a des participants donc, qui veulent poser des questions à notre collègue Diallo? Vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions, ça peut être des commentaires, etc. Donc, c'est ça l'idée de l'activité. Donc, c'est ensemble, vous pouvez partager ce que vous pensez des commentaires afin d'aider l'étudiant à mieux structurer et la prochaine étape de ce travail. Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent dire quelque chose? Des questions, par exemple? OK, bon, s'il n'y a pas des questions, et moi j'ai une question pour vous, donc c'est quelle est selon vous la pertinence de ce travail pour l'avancement de votre domaine d'études? C'est qu'il y a 2 pertinences. C'est que la pertinence scientifique, c'est que je vais contribuer à l'amélioration de l'évaluation, des pratiques d'évaluation dans l'enseignement supérieur, au-delà même pour le secondaire, puisqu'il y a une problématique qui se pose ici. Les pratiques d'évaluation qui devraient s'effectuer dans le contexte du LMD, c'est que c'est des évaluations qui devraient accompagner l'étudiant à consolider ses savoirs, ses acquis et développer des compétences pour pouvoir résoudre des situations problèmes. Mais les observations que nous faisons dans les universités, les pratiques enseignantes, et non seulement les évaluations, c'est des évaluations sur table, papier, crayon, qui s'effectuent. Ce ne sont pas des évaluations qui permettent à l'étudiant de construire des compétences. Et même, ils donnent des travaux d'exposé. Le plus souvent, les travaux n'amènent pas l'étudiant à pouvoir développer ses savoirs-agir et ses savoir-faire, surtout savoir-être, pour pouvoir affronter des nouveaux problèmes, de résoudre de nouveaux problèmes, puisque l'évaluation, pour moi, devrait être dans la perspective d'accompagner l'étudiant, à amener l'étudiant à construire ses compétences et non lui poser, par exemple, des questions de connaissances qui vont le conduire à faire des mémorisations au point de vue cognitif. Et au point de vue cognitif, c'est au point de vue, normalement, construction, les évaluations devraient se faire. Et ça, c'est dans le cadre de pertinence scientifique. Dans le cadre de pertinence sociale, c'est qu'il y a, dans le cadre de ma spécialisation en sciences de l'éducation, évaluation et mesure, l'étude trouverait une pertinence dans ce domaine et permettra quand même à l'avancement du système éducatif guinéen. D'accord, merci beaucoup. Mais vous avez souligné que vous allez prioriser l'approche des Scalon. Est-ce que c'est la seule théorie et la théorie ancrée donc, qui vous permettra d'analyser cette recherche ou donc comme nous sommes au début du processus, est-ce que c'est cette approche que vous connaissez pour l'instant? Il y en a vraiment d'autres approches qui sont liées au socio-constructivisme. Si nous prenons par exemple il y a l'évaluation d'un côté, l'évaluation qu'on appelle formatrice, développée par Mungiati, redéveloppée encore par Vial. Et donc, je pense que ces derniers pourraient quand même accompagner l'explication de mes données, des résultats. Donc, il y en a d'autres théories, mais bon, l'approche de Scalon vise l'évaluation des apprentissages au regard de l'approche par compétence.
Donc, cette théorie, je voudrais quand même m'accentuer. Si j'en trouve d'autres encore, je peux revoir la faisabilité. D'accord, super. Et vous avez visé comme terrain d'études l'Université générale Lansana, comté de Sonfonia, Conakry et l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Est-ce que vous avez déjà une idée de choix de ce terrain en spécifiant certaines questions comme qui et sera vos participants à la recherche? C'est-à-dire l'idée de la façon dont vous allez procéder pour déterminer votre échantillon et la population d'études. Bon, pour le début, je n'ai pas une idée, mais ce que je tente de faire, c'est que ce ne s'agit pas de faire une comparaison entre les deux, mais c'est puisque on développe une licence fondamentale qui est théorique à l'Université de Sonfonia. Les programmes s'inscrivent dans une licence fondamentale. Et à l'ISEC, c'est une licence professionnelle, puisque l'Institut supérieur de sciences de l'éducation a pour mission de former les enseignants pour aller au secondaire enseigner. Au lycée, les professeurs du collège et lycée, les professeurs, voilà. Mais de l'autre côté, à l'Université de Sonfonia, il y a une perspective de recherche, c'est-à-dire une licence fondamentale qui n'est pas une perspective de recherche. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire une comparaison, mais c'est de voir comment les pratiques d'évaluation se déroulent, puisque c'est deux licences fondamentales, LMD professionnel et LMD fondamental. Donc, c'est de ça. Il s'agit de voir est-ce que les pratiques d'évaluation s'inspirent s'accommodent d'une évaluation basée sur l'approche par les compétences. C'est là l'idée, en fait. OK, super. Donc, c'est clair, votre projet et votre projet, les contextes en général et les motivations pour travailler sur ces sujets sont clairs. Et par rapport à la deuxième question, formuler un sujet et définissez les fonctions de votre recherche. Donc, il y a une différence entre termes de recherche et sujet de recherche. Par rapport à ces sujets, le terme pourrait être mesure et évaluation des apprentissages à l'université. OK? Ou mesure et évaluation des apprentissages dans un contexte universitaire. Oui. Merci. Bien à l'enseignement supérieur. OK. Des recherches. Sujet, évaluation des apprentissages dans les contextes du LMD en Guinée. D'accord? OK. En termes des fonctions de votre recherche, c'est par exemple, est-ce que vous comptez décrire les phénomènes que vous allez étudier? Est-ce que vous comptez expliquer les causes du phénomène que vous allez étudier? Et vous pouvez également faire apparaître les enjeux que nous avons vus précédemment, les enjeux ontogéniques, nomothétiques, etc., etc. D'accord? Vous aurez l'occasion de... pragmatique. Yeah, exactement. OK, donc c'est clair. Donc, pour les contextes, donc vous allez tout simplement enrichir les contextes de votre recherche à travers vos référant à la littérature existante sur cette question. Et j'ai encore aux objectifs. Il faut, et de même, vous avez identifié la question générale et les questions spécifiques. Il faut, dans votre recherche, et distinguer les objectifs généraux des objectifs spécifiques. D'accord? D'accord. Bien. OK, vous avez un objectif général, c'est très bien. Donc, ça prend en compte les sujets dans son essence et les questions, les objectifs spécifiques. OK, donc c'est clair. Donc, c'est SMART. OK. Et pour la question générale,
OK, c'est bien, mais sauf que il faut définir les sigles que vous avez utilisés dans les questions. Par exemple, LMD, c'est pas tout le monde qui connaît ou bien qui connaît ce jargon. Par rapport aux questions spécifiques, donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, les caractéristiques des questions de recherche. Donc, il y a un petit problème dans leur formulation parce que la locution interrogative que vous utilisez, est-ce que, donc, ce n'est pas des formulations qui sont priorisées en démarche scientifique. Par exemple, vous pouvez, pour la première question spécifique, vous pouvez procéder ainsi, en quoi les procédés d'évaluation souhaitables ou je ne sais pas, les types d'évaluation comme vous avez, qui sont en rapport avec vos constats, en quoi les procédés d'évaluation, et vous précisez les types, favorisent-ils le développement des compétences des étudiants et est-ce que c'est en licence, en master, en doctorat, etc. OK? Donc, il faut procéder à la reformulation de cette question de cette manière. Et OK, peut-être il faut, pour la deuxième question spécifique, peut-être, puisque vous priorisez l'approche mixte, vous pouvez formuler cette question dans le sens que vous allez déterminer, vous allez voir est-ce qu'il y a une corrélation entre l'accompagnement des formateurs et le degré de maîtrise ou de développement des compétences des étudiants par des travaux pratiques, comme effectuer des recherches, etc. OK, bon, par rapport à la troisième question, donc ça, c'est pas vraiment une question de recherche, donc il faut revoir, donc c'est pas vraiment une question de recherche, donc c'est quelque chose qui ne sous-entend pas une problématique sous-jacente. Est-ce que les élèves, les étudiants participent-ils à l'évaluation de leurs apprentissages? Donc, ça peut être oui, ça peut être non. Donc, il n'y a pas lieu de faire, d'adresser ou de dresser une problématique au regard de cette question. Merci, excellent travail. OK. Est-ce qu'il y a d'autres participants donc, qui veulent partager leurs travaux? Merci pour votre participation active. Merci beaucoup. Monsieur Diallo. Oui, merci. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des retours par rapport aux commentaires? Non, c'est bien, j'ai noté. Je reviendrai en privé pour vous contacter, quoi. D'accord. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres participants donc, qui ont réalisé leur premier travail? OK, comme vous avez remarqué, ce n'est pas quelque chose de formel, de stressant, donc c'est juste pour profiter de la formation. C'est-à-dire, nous commençons à expliquer ce que c'est en termes de recherche, et les caractéristiques d'un sujet de recherche, comment spécifier un sujet de recherche et au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, vous aurez la possibilité d'intégrer tous les éléments que nous avons discutés dans votre projet de recherche. Donc, c'est ça l'idée de l'activité, d'accord? OK. Est-ce qu'il y a d'autres participants? Même si vous n'avez pas réalisé une démarche formelle comme écrire et les devoirs comme M. Diallo l'a fait. Donc, vous pouvez partager ce que vous avez maintenant comme terme
détails. Donc, vous avez remarqué que c'est une démarche très simple. OK. Moi, M. Odile? Oui. Moi, je suggère que désormais, quand on donne un devoir, il faut fixer l'heure à laquelle nous allons déposer, c'est-à-dire où vous allez partager aux membres, différents participants, ils vont faire des lectures et des suggestions pour que chacun puisse discuter sur la plateforme ici, si on se retrouve. OK, super. Ouais. D'accord. Parce que chacun aura le temps en ce moment de lire l'autre et d'apporter ses suggestions. Et ça va encourager les autres de faire aussi. Oui, super. Puisque si on fixe une date, une heure, c'est-à-dire vous fixez une heure, par exemple, une heure, si on ne dépose pas, c'est que le devoir ne sera pas lu. Par exemple, hier à vendredi comme c'était le week-end, vous pouvez fixer à 23 heures, bon, heure locale. Moi, je pense que c'est mieux. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent partager leurs travaux? Je pense qu'il y a François Joseph. Donc, vous êtes là? Donc, il n'est pas là. Je ne le vois pas sur mon écran ici. C'est Michel Montou qui je vois. L'autre sujet, Antonas, André Natacha, quelqu'un qui a son iPhone et Samsung. Michel, voilà, c'est les deux. Parce qu'il n'y en a que 7 participants. Plus vous, c'est 6, hein? Plus vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Lorsi. Oui, bon, je ne sais pas si je suis en droit de le dire, mais je constatais que le travail de Monsieur Alidou, si je ne m'abuse, est un travail assez extraordinaire. Bon, pour ma part, parce que normalement, je ne suis pas vraiment versé dans le domaine scientifique, du coup, et encore moins c'est comment on pourrait appeler ça déjà, un cadre, ou du moins quelqu'un qui, en quelque sorte, encadre les étudiants dans leur projet de mémoire. Alors, j'ai trouvé ça super. Et malheureusement, pour ma part, je ne peux pas vraiment présenter comment je peux dire, un travail sur un domaine spécifique. J'ai un travail, certes, mais j'avais loupé la dernière présentation puisque je commence aujourd'hui. Mais je pense que si Monsieur Audi voulait afficher, pouvait afficher en fait, les différents thèmes à voir, je peux essayer de présenter quelque chose. Et comme ça, j'aurais eu vos commentaires, si vous êtes d'accord, bien sûr. Vous êtes là? Je suis là. Est-ce que vous voyez mon écran Pas pour encore. l'instant? Oui, OK, voilà. D'accord. Et je commence. Moi-même, je vais présenter un travail en histoire de l'art que je compte faire pour l'Université d'État d'Haïti. Du coup, c'est pour avoir en fait, mon licence en histoire de l'art et en archéologie. Et je commence avec la première question. Vous pouvez toujours noter parce que vos commentaires seront sûrement on ne peut plus les bienvenus. Et sur le thème, j'ai choisi langage sacré et haïtianité. Je dois vous dire, c'est une monographie que je compte faire, c'est-à-dire étudier un peintre en profondeur et voir aussi son apport à la peinture haïtienne et voir sa peinture comme étant quelque chose qui décrit la haïtianité. Du coup, j'ai choisi comme thème
langage sacré et haïtianité artistique chez Robert Saint-Brice. C'est bon? Vous m'entendez? Est-ce que je dois Oui, on vous reprendre? entend. Oui, d'accord. Je disais que comme thème, j'ai choisi haïtianité artistique et langage sacré comme thème. Hein, et que ça peut faire l'affaire. C'est bon, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. D'accord. Comme sujet de recherche, c'était déjà langage sacré et haïtianité chez Robert Saint-Brice, qui est un peintre. Et pour le mode d'investigation, je ne sais pas si j'ai trop bien compris, mais j'avais en quelque sorte opté pour la recherche documentaire, ou du moins une approche, disons, approche qualitative. Et je ne peux pas les développer puisque, bon, malheureusement, je peux le faire une prochaine fois. D'accord. Et pour expliquer le choix de ce sujet, c'est que j'ai toujours opté pour la peinture haïtienne, pour le patrimoine, et je pense qu'on contribuer à faire connaître le sacré, l'haïtianité, et tout ça pourrait aider les étudiants ou les Haïtiens à avoir une autre vue, non seulement sur Robert Saint-Brice, mais aussi sur ce qui est sacré dans la peinture et aussi sur le patrimoine. Et heureusement, disons, et si je devrais prendre en compte les 5e et 6e questions, si vous êtes d'accord, je pourrais les présenter, disons, le travail tout en entier, euh, samedi prochain. Ou du moins, comme l'a suggéré M. Alidou, sur notre plateforme. Est-ce que vous en dites? D'accord, et pas de problème. Donc, il y aura une deuxième phase de ce travail d'ici la fin de la séance d'aujourd'hui. Mais les idées de votre travail sont là. Je laisse la parole aux autres participants. Donc, s'il y a des questions pour M. Lorsi. Questions, commentaires, donc pour l'aider à clarifier et son travail. Alors, moi, je voudrais lui poser une question. Et Oui, j'écoute. je dis, vous avez votre thème, c'est langage sacré et haïtienté artistique. Yes. Donc, ici, ça, c'est dans le domaine de l'art. Qu'est-ce que vous entendez par langage sacré? Puisque ce sont des concepts, il faut les expliquer pour nous. Langage sacré, qu'est-ce que vous voulez chercher dedans, langage sacré? En fait, pour le langage sacré, c'est que je voulais voir la peinture religieuse, voir ce qui est sacré, mais j'ai commencé à partir de 1804. J'ai fait une historicité de toute la peinture haïtienne et voir, puisqu'on parle de peinture religieuse, essayer de faire les liens entre la peinture religieuse et aussi ce qu'on pourrait appeler des objets sacrés liés spécifiquement à une religion. Mais je dois vous dire que j'ai discuté avec un copain, il m'a également dit, un collègue de l'université, il m'a dit que normalement, en ce qui concerne langage sacré et haïtianité artistique, et j'anticipe, puisque je pense que vous allez essayer de vous allez quand même poser la question, puisque vous l'avez fait pour langage sacré, il m'a dit également que ce sont des concepts qu'il faut développer. Bon, je n'avais pas vu la chose comme ça,
Mais pour le sacré, j'ai des documentaires. Je lis actuellement Roger Carois, voir si dès que la chose est religieuse, on peut déjà trouver deux attributs, le sacré et le profane. Et bien sûr, je vais essayer bon, pas sacraliser, mais voir en quelque sorte en quoi on peut considérer, parce que c'est là le thème de recherche, en quoi on peut considérer la peinture de Robert Saint-Brice comme une peinture religieuse et comme étant sacrée. Est-ce que c'est par rapport au vaudou? Quand je dis au vaudou, puisque les thèmes, disons, la quasi-totalité des thèmes interprétés par ce peintre est liée à la peinture religieuse, aux divinités vaudouesques. Est-ce qu'on peut déjà les considérer comme étant sacrés? Et quand on parle de langage sacré, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on peut l'associer à la peinture? Ok, je vois. Ok. Alors, quelle est la théorie que vous comptez utiliser dans la théorie? Je me porte, en fait, c'est que je vais utiliser l'iconologie et l'iconographie. Et quand je dis l'iconographie, déjà, c'est présenter, c'est selon Andanva, je veux dire, c'est déjà présenter la représentation artistique simple, et ensuite l'iconologie, voir pourquoi ça a été représenté comme ça et quel est donc l'objectif ou quel a été le contexte social dans lequel a été créer ou peindre ce tableau. Et voilà, c'est pour mieux dire, c'est l'iconologie et l'iconographie. Okay, merci. C'est intéressant quand même, c'est un sujet intéressant. Bon, qui n'est pas de mon domaine parce que moi, je me spécialise dans les sciences de l'éducation. Oui, je comprends. C'est que vous êtes dans la littérature et l'art. Donc, c'est la technique qu'il faut utiliser. C'est pour moi, c'est l'analyse de contenu documentaire qu'il faut beaucoup plus approfondir à ce niveau. Il faut développer les concepts, non seulement la théorie que vous voulez utiliser. Pour moi, ce que je vais vous suggérer, c'est de lire beaucoup. Oui. Et chercher à développer ces concepts parce que l'approche conceptuelle ici, langage sacré haïtienneté artistique, il faut conceptualiser puisque c'est vous qui savez qu'est-ce que vous entendez par langage sacré. Donc, pour nous, les profanes, il faut expliquer cela clairement. Donc, c'est le premier travail à effectuer. Il faut faire une revue critique par rapport à ça. Et la technique qu'il faut utiliser pour analyser les documents concernant cela. Donc, c'est un sujet qui est un peu abstrait, mais bon, c'est l'abstraction littéraire, philosophique. C'est le développement conceptuel là, il faut utiliser. D'accord. Mais je voulais aussi poser une question. Est-ce que dans le cas de licence, parce que je ne suis pas, on n'est pas encore dans le cas doctoral, mais on peut déjà créer des concepts? On a cette légitimité-là? OK, et merci pour la question et merci à M. Diallo. Donc, c'est vraiment des commentaires et très pertinents pour notre étudiant Lorsi. Donc, je voudrais donner quelques éléments de réponse par rapport à votre dernière question. Donc, en recherche, donc, il faut être en mesure d'identifier les définitions théoriques des concepts. Donc, c'est-à-dire, si vous allez quelque part, vous trouvez une définition de ce qui c'est le langage sacré artistique. Donc, ça, c'est une définition théorique. Il y a aussi la définition opérationnelle. Donc, c'est votre capacité d'identifier les différentes dimensions et du concept et des concepts sous étude. Donc, et ensuite, vous allez mettre en relation des indicateurs donc qu'on appelle couramment des variables. Donc, c'est à partir de cela que vous allez être en mesure de formuler des hypothèses de recherche. Donc, si cette démarche est claire et pour vous, donc, ce serait intéressant
de poursuivre l'étude. Donc, comme a souligné notre collègue, il faut être en mesure d'identifier les théories clés et qui peuvent vous aider à poursuivre votre projet de recherche. Parce que nous allons voir tout ça, donc l'ancrage ou les cadres de référence, donc et peut-être un cadre de référence théorique ou un cadre de référence conceptuel. Donc, pour y parvenir, donc, il est nécessaire de bien saisir le sens de vos concepts, le sens de votre thème de recherche et à partir de cela, donc, vous allez être en mesure de mieux cerner les contextes en général, les contextes académiques, professionnels et sociologiques de votre sujet parce que vous parlez de l'art haïtien, donc il y a le contexte socio-culturel, donc qui est un élément clé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des concepts connexes. Donc, par exemple, si M. Diallo traite de l'évaluation des apprentissages, mais il y a des concepts connexes comme l'accompagnement et la performance des étudiants, la réussite des étudiants, etc. Donc, ça, ce sont des éléments clés. Donc, vous, en recherche, vous n'allez pas construire des concepts, mais vous allez opérationnaliser les concepts, c'est-à-dire table, donc c'est un concept, donc c'est abstrait, mais lorsque vous dites, vous précisez donc la forme, la dimension de la table, donc ça c'est une autre chose, donc ça donne plus de détails au lecteur de mieux saisir et votre démarche de recherche. Pour moi, donc, c'est clair et c'est plutôt clair. Donc, vous pouvez effectuer des recherches et mieux structurer tout ça et préciser les éléments que vous allez et prioriser dans le cadre de votre recherche documentaire. Parce que lorsqu'on opte pour la recherche documentaire, il y a l'analyse des contenus, il y a l'analyse, il y a méta-analyse. Donc, pour faire une méta-analyse, par exemple, il faut être en mesure de mobiliser l'ensemble des théories ou des travaux qui ont déjà effectué sur votre thème de recherche. Et lorsque vous faites ce travail de synthèse, nous allons voir tout ça. Vous pouvez aussi opter pour d'autres types d'analyses, et par exemple l'analyse lexicométrique, l'analyse en réalisant des nuages, des termes clés donc, qui apparaissent beaucoup plus dans le corpus des données que vous avez utilisé, etc. Vous pouvez également calculer la fréquence, l'occurrence des termes les plus utilisés dans votre corpus, de même lorsque vous effectuez des entretiens, etc. Donc, d'accord, donc c'est un bon début, donc il faut continuer à explorer votre terme de recherche. Il y avait Madame Tolisso, donc, qui veut dire quelque chose. Est-ce que c'est bien prononcé? C'est plutôt Madame Tessonneau. Vous avez la parole. Madame Fleurette. OK. Il semblerait qu'il y a un problème technique de la part de Madame Fleurette. OK. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants donc, qui veulent partager leurs travaux? On prend 2 autres interventions pour avancer.
Farah, votre micro n'est pas activé. Il y a également Madame Ferret, votre micro n'est pas activé. Donc, essayez de reconnecter à nouveau pour voir donc, si ça marche. OK, et merci. D'accord, pas de problème. Monsieur Marico, bienvenue. Est-ce que vous voulez partager votre travail? Donc, si vous le désirez, vous pouvez le faire pour avancer. Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Et nous sommes en train de, comme promis, nous sommes en train de discuter sur les travaux des étudiants, donc par rapport au dernier devoir. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager votre travail pour recueillir des commentaires des autres participants aidés par moi-même, donc pour pouvoir mieux éclaircir ou élucider votre projet de recherche. Je vais tenter de charger pour voir, puisque je ne maîtrise pas très bien l'outil là. Je vais voir. D'accord. OK, d'accord, pas de problème. Vous aurez l'occasion. Donc, si vous ne pouvez pas les faire maintenant. OK, on avance. OK, donc c'est le but de cet exercice, donc c'était pour intégrer l'ensemble des éléments que nous avons présentés par rapport au choix d'un objet de recherche, la formulation d'un sujet de recherche et comment prioriser une démarche ou une approche de recherche, que ce soit la recherche qualitative, mixte ou quantitative. Maintenant, nous avons souligné que la recherche, donc, c'est une démarche systématique. Donc, ça sous-entend qu'il y a un ensemble d'étapes à franchir avant même d'entamer tout processus de recherche. Un instant. OK, et pour mieux explorer tous ces éléments, je vous recommande de lire ces deux ouvrages très enrichissants. Donc, c'est les manuels de recherche en sciences sociales de Raymond et de Luc et les fondements et étapes du processus de recherche de Marie-Fabienne Fortin. Donc, ce sont des ouvrages très enrichissants dont vous pouvez utiliser pour enrichir vos connaissances sur les sujets. Et OK, la définition de la recherche, une deuxième définition de la recherche, c'est que donc la recherche, c'est une démarche qui permet de résoudre des problèmes liés à la connaissance des phénomènes du monde réel dans lequel nous vivons. Et pour mener une recherche, il faut opter pour des méthodes particulières d'acquisition des connaissances. Nous avons vu les deux logiques, la logique intuitive ou la logique déductive, et aussi nous avons vu les approches méthodologiques. Est-ce que vous optez pour l'approche qualitative, quantitative ou mixte? Et nous avons dit que la recherche, c'est une démarche systématique. Donc, c'est parce que vous, dans votre recherche, vous voulez apporter des réponses par rapport à des questions. Donc, c'est ce qu'on appelle couramment de l'investigation sur le terrain. Et la définition de la recherche, donc la recherche est étroitement liée à la théorie. Donc, puisque la recherche contribue au développement de la science, soit pour produire une théorie ou soit pour vérifier une théorie existante. Nous avons vu dans la première séance la question des paradigmes cartésiens et les paradigmes systémiques. Donc, ce sont des exemples de théories. Donc, les paradigmes systémiques viennent pour
et fait une remise en question du paradigme cartésien, donc qui a dominé la science pendant plus de 300 ans. Et à son tour, la théorie accroît la compréhension des phénomènes étudiés. Par exemple, si dans le cadre, on ne vous entend pas, hein? Il y a un problème de connexion. Et théorique sur les phénomènes étudiés et aussi la recherche les contextes du LMD. Donc, les résultats de cette recherche peuvent aider à comprendre, par exemple, la question de l'échec des étudiants, la question de la performance des étudiants et aussi la question de l'importance de mettre en place des mécanismes d'accompagnement des étudiants et dans le processus de la construction ou de leurs compétences. Et point de départ pour toute démarche scientifique, c'est d'abord vous évoluer dans une discipline. Et dans cette discipline, vous avez des passions pour quelque chose. Par exemple, passionné de l'art, passionné de l'évaluation des apprentissages, passionné de la gestion des établissements scolaires ou passionné, je ne sais pas, du tourisme, etc. Et par rapport à vos intérêts, par rapport à vos passions, vous avez fait des constats, c'est-à-dire des situations qui sont insatisfaisantes. Par exemple, M. Diallo a constaté qu'il y a un problème dans la façon dont on évalue les étudiants LMD dans les contextes guinéens. Donc, par rapport à ça, donc, il dit il se donne le défi de questionner cette situation afin d'étudier les corps existants entre cette situation et les résultats qu'il veut obtenir. Donc, c'est-à-dire, il y a une situation qui est insatisfaisante, vous constatez qu'il y a un écart, donc c'est l'écart qui existe entre la situation insatisfaisante et la situation souhaitée qui vous permettra de formuler, c'est ce qu'on appelle votre problème de recherche. Dans le prochain cours, on va aborder les éléments de la construction de la problématique d'une recherche. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, il faut en tenir compte avant même de choisir vos objectifs de recherche. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend maintenant. Ok, d'accord. Moi, je vous entends quand même. Je vous reçois quand même. Tout à l'heure, il y avait des coupures, mais bon, ça revient quand même. Ok, d'accord. Moi, impeccablement. Ok, super. Ok, et d'autres éléments importants, c'est que la démarche scientifique est dite systématique pour plusieurs raisons, et parmi lesquelles, donc, c'est que la démarche scientifique obéit à des techniques, à des outils, des procédures et de plus en plus raffinées et efficaces pour produire de la connaissance. Et l'usage de ces outils, de ces procédures doit être universel. C'est-à-dire, si vous avez utilisé une technique de collecte des données en Guinée, par exemple, j'utilise cette technique, par exemple, dans les contextes haïtiens et canadiens, français. Donc, il faut que cette technique soit reconnue par l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, lorsqu'on dit la communauté scientifique, donc les chercheurs et
Et par exemple, il y a les revues donc, qui publient des travaux, etc. Donc, toutes ces structures forment ce qu'on appelle la communauté scientifique. Et il faut noter quelque chose, c'est que tout ce qui varie dans une recherche peut contribuer à produire des changements dans les résultats. Par exemple, si vous introduisez un nouveau concept dans la formulation de votre sujet, donc il faut revoir toute la structure de votre travail. Par exemple, en termes d'objectifs, en termes de questions de recherche, en termes d'opérationnalisation des concepts. Donc, ce nouveau concept que vous avez introduit, donc, il y aura, par exemple, d'autres éléments à considérer lors de la formulation de vos hypothèses. Et de vos hypothèses, pourquoi? Parce il faut garder les facteurs donc, qui sont possibles à prendre en compte dans la réalisation de votre travail. Et la deuxième raison, c'est que la méthodologie que vous avez utilisée doit garantir l'accumulation des connaissances dans votre domaine. OK, et cette phrase est importante à mon avis. Il n'est pas nécessaire de vouloir changer le monde pour réaliser des travaux de recherche. Donc, j'aimerais que les participants disent ou commentent cette phrase. Donc, il n'est pas nécessaire de vouloir changer le monde pour réaliser des travaux de recherche. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Quelques volontaires, 2 à 3 peut-être. Vous pouvez lever la main et puis dites ce que vous pensez. Ici, alors, M. Odile, je lève la main, mais je ne connais pas l'astuce où cliquer pour lever la main avec Zoom. Ok, d'accord. Vous pouvez parler. Il n'est pas nécessaire de vouloir changer le monde pour réaliser des travaux de recherche. Je peux aller? Oui. Cette formule, il n'est pas nécessaire de vouloir changer le monde pour réaliser des travaux de recherche. C'est que en réalité, c'est que le problème qui se pose ici, c'est qu'on n'a pas besoin assez de bagages, si vous voulez, intellectuels pour faire des observations curieuses et se poser des questions afin de vouloir mener une recherche. C'est comme ça que je comprends cette affirmation. Il n'est pas nécessaire de vouloir changer le monde pour réaliser des travaux de recherche. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'être, disons, un grand savant ou bien un grand intellectuel pour essayer de mener des recherches. C'est-à-dire il faut simplement être curieux, être simple et avoir des observations qui sont très pertinentes et des questions pertinentes et bien poser les problèmes pour pouvoir réaliser des recherches et avoir la volonté. C'est de cette manière que j'ai compris cette affirmation. Merci pour votre participation. Est-ce qu'il y a d'autres participants? Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent dire quelque chose? OK, Benson Jacques, vous avez la parole. Il n'est pas nécessaire de vouloir changer le monde pour réaliser des travaux de recherche. Brièvement, je peux dire qu'il n'y a pas de sujet dans lequel on ne peut pas faire des recherches.
Et continuez. Benson, vous êtes là? Ok, oui. Vous m'entendez? Oui. Ok. Il n'est pas nécessaire de vouloir changer le monde pour réaliser des travaux de recherche. C'est-à-dire, euh, tout sujet peut susciter des recherches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche, qu'il n'y a pas de sujet sur lequel on ne peut pas faire des recherches. C'est-à-dire n'importe qui peut faire des recherches, comme vient de le dire mon ami précédemment. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un autre participant qui veut dire quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, monsieur. Rouge-Brun, Jonathan, vous m'entendez? Il a mis mute sur son micro. Il vous entend, mais s'il n'enlève pas le mute, il ne peut pas faire le retour. Ok, bon, en tout cas, moi, je vous semblerait... entends 5 sur 5. Ok. Moi, je vous entends quand même. Ok, peut-être c'est les contextes, mais pas de souci. Et la séance est enregistrée. Ok. Ok, merci. Et s'il n'y a pas d'autres participants donc, qui veulent dire quelque chose, on avance avec cette partie. Ok, très bien. Donc, ce que vous avez dit, c'est extrêmement important, c'est que et en tant qu'étudiant, en tant que professionnel qui évolue dans un domaine, et ce n'est pas nécessaire de vouloir tout changer dans votre domaine, donc qui vous fera un scientifique, mais c'est votre capacité à identifier, comme nous avons vu précédemment, à identifier, à faire des constats, à établir les liens existants entre votre discipline, vos passions et des situations insatisfaisantes que vous avez observées dans votre champ et questionner les causes, questionner les conséquences. Par exemple, l'insécurité a beaucoup d'impact sur la gestion des écoles au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça, ce sont des constats. Et j'ai essayé de questionner la situation donc pour aboutir à des résultats. Donc, aboutir à des résultats, c'est dire que, donc, c'est identifier les impacts, donc les causes, et, par exemple, de l'insécurité et ces impacts sur non seulement la gestion des écoles, mais des impacts psychologiques sur les personnels éducatifs, les élèves, et des impacts structurels ou des impacts fonctionnels et aussi des impacts socio-économiques, etc. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment important de vous lancer dans ce défi, donc d'effectuer des recherches, même si nous allons voir tout ça, c'est que ce n'est pas seulement des mémoires, des thèses qui sont des recherches. Donc, il y a des articles, donc vous pouvez
écrire des articles présentant une méta-analyse sur un sujet. Donc, il vous passionne. Par exemple, si vous passionnez de l'éducation entrepreneuriale, vous pouvez effectuer des recherches, des théories, des travaux de recherche qui ont déjà effectués sur l'éducation entrepreneuriale et vous produisez une synthèse donc, et qui peut aider la communauté de votre champ d'apprendre beaucoup plus sur ces sujets parce que nous avons vu que le but ultime de la recherche, c'est de produire des connaissances. Et la démarche scientifique demande aussi un contrôle rigoureux. Donc, c'est-à-dire votre capacité à manipuler un phénomène de manière systématique, c'est-à-dire soumis à un processus, soumis à des méthodes, à des techniques et à une qualité des outils méthodologiques que vous avez utilisés. Est-ce que si vous optez pour l'enquête, l'entretien, l'observation, est-ce que la qualité de vos outils vous permettra vraiment d'étudier les phénomènes sous étude? Il y a aussi la signification de votre recherche. Donc, pourquoi optez-vous pour telle ou telle recherche? Et vous devez opter pour des outils valides. Donc, et opter aussi pour des définitions opérationnelles précises. Par exemple, nous avons vu le concept et les différents éléments qu'il faut tenir compte. C'est d'abord les définitions théoriques, donc issues des théories des lois existant sur votre sujet et aussi des définitions opérationnelles. Donc, comment identifier les différentes dimensions du concept. Par exemple, si je voudrais opérationnaliser le concept satisfaction des étudiants pour les cours de méthodologie de la recherche scientifique, donc il y a différents niveaux. Par exemple, la participation des étudiants, les qualités des activités, et processus de tutorat mis en place par les facilitateurs, la qualité des réponses aux questions et les méthodes pédagogiques, les climats de la classe, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui me permettent d'opérationnaliser le concept de satisfaction des étudiants pour les cours de méthodologie de la recherche scientifique. Donc, il faut aussi tester vos outils de collecte des données et aussi garder une certaine stabilité dans la saisie de vos observations. Donc, lorsqu'on parle de la stabilité dans la saisie de vos observations, c'est par exemple lors de vos enquêtes de terrain, lors de vos entretiens, lors de vos observations, soit indirectes ou directes ou participantes. Donc, il faut être en mesure de vraiment mieux cerner tous ces éléments. Et nous avons cette phrase, prévoir ou prédire un comportement n'est pas aussi simple que nous venons de le décrire. Et donc, c'est dans le même processus de la démarche scientifique. Donc, par exemple, M. Diallo qui opte à travailler sur l'évaluation des apprentissages et développement des compétences des étudiants dans le contexte LMD en Guinée. Donc, c'est qu'il a observé des comportements. Mais est-ce que c'est facile de décrire? Est-ce que c'est simple de décrire? Donc, voilà, et c'est ça qui entraîne ça, etc. Donc, c'est le but de cette phrase. Donc, et que diriez-vous en fonction de votre compréhension? Alors, monsieur, oui, vous me recevez? Oui. Ici, prévoir ou prédire un comportement n'est pas aussi simple que nous venons de le décrire, puisque
ici, c'est la question du phénomène qu'il faut étudier. Le phénomène qu'on observe, le plus souvent, on peut se faire une hypothèse sur les faits et que finalement, dans l'observation, on voit d'autres phénomènes aussi se produire. C'est ça la recherche, quoi. La recherche, au fait, on peut se poser une question au départ. Après la mise en processus pour la réponse à la question, finalement, on regarde les faits. Les faits nous amènent à voir autre chose. C'est que ce n'est pas facile de prédire ou de prévoir. Ce n'est pas simple dans la prédiction des événements en matière de recherche. Le chercheur peut toujours se poser des questions ou bien former des hypothèses, avoir des idées, mais finalement, si au départ, il les avait, par exemple, prédit et qu'il voit autre chose qu'il avait prévu. Donc, c'est la recherche, au fait. On ne s'attend pas à ce qu'on s'était mis comme idée au préalable. En amont, on peut avoir des idées et finalement, les résultats nous montrent autre chose. Mais c'est ça la recherche, au fait. Et il faudrait qu'on trouve quelque chose et peut-être parfois dans la prédiction, on peut infirmer ou confirmer l'hypothèse. Ça dépend des faits. C'est-à-dire qu'on trouverait sur place après avoir mené sa recherche. Donc, la recherche, il faudrait qu'on trouve quelque chose, qu'on apporte quelque chose de nouvelle, mais qu'on ne s'y attend pas, en fait. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a d'autres personnes? Il signale qu'il y a un problème de connexion. Exactement. Oui, chez nous ici, nous sommes en pleine saison sèche. Au mois de mars, il fait très chaud. Donc, la connexion, quand même, elle est bonne chez nous ici. Donc, la saison pluvieuse, c'est au début du mois de mai, juin. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres participants? Donc, sinon, on avance parce qu'il y aura l'enregistrement disponible. OK, et merci Farah. Et le but, donc, c'est de commenter cette phrase. Donc, nous avons vu que la recherche scientifique, donc, c'est un processus dynamique, donc, qui répond à une certaine exigence d'ordre méthodologique, empirique et aussi d'ordre conceptuel. Et ça demande un contrôle rigoureux. Et nous arrivons maintenant à cette phrase pour partager dans ce que vous pensez en disant que prévoir ou prédire un comportement n'est pas aussi simple que vous venons de le décrire. Donc, et vous pouvez commenter cette pensée. Oui, exactement. La participation, donc c'est autre chose. OK. Est-ce que Farah, maintenant, ça va? Vous voulez dire quelque chose? Oui, ça va. Je vais parler vite parce que chaque 2 minutes, ça s'interrompt. Donc, prévoir ou prédire un comportement n'est pas aussi simple que nous venons de le décrire. Je ne sais pas comment vous l'avez écrit, mais généralement, un comportement n'indique pas, ça indique, et, comment dire, si ce qu'une personne, par contre, veut exprimer, de même aussi, on peut se tromper. Donc, ça, par exemple, bon, je vais.
Malheureusement, donc, Farah est parti. Est-ce qu'il y a d'autres personnes donc, qui vont dire quelque chose? Monsieur Lossi, ça va maintenant? Bienvenue, Emmanuela. Ça va maintenant, Monsieur Lossi? Votre micro est fermé. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Je ne peux pas parler maintenant. D'accord. OK. OK. Madame Montou. Jonathan. Benson Jacques, vous voulez dire quelque chose? Désolée, la connaissance était pas parce que Natacha, vous voulez dire quelque chose? OK, Benson. Bon, comme toujours, je vais parler brièvement. Prévoir ou prédire un comportement n'est pas aussi simple que nous venons de le décrire. Prévoir ou décrire un comportement, c'est surtout de savoir les causes d'un affichage de comportement et aussi les conséquences. Donc, ces deux choses-là n'est pas aussi facile comme on vient de le dire. Donc, c'est ça que je pense, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. OK, donc s'il n'y a pas d'autres personnes, on poursuit. Et effectivement, cette analyse ou ces commentaires, donc c'est pour vous et permettre de saisir certains éléments importants lorsque nous formulons nos questions de recherche, nos objectifs de recherche, nos hypothèses de recherche. Donc, c'est pas et dit que, par exemple, la formation des enseignants ont des répercussions ou bien contribuent à l'amélioration de la performance des élèves. Donc, c'est quelque chose que vous prévoyez. Mais est-ce que lorsque vous êtes sur le terrain où vous allez réaliser des investigations, que ce soit des entretiens, des enquêtes, etc., est-ce que les résultats décrivent spécifiquement et nous allons voir également ces éléments et merci beaucoup donc pour vos participations. Très bien. Donc, c'est que tout simplement observer un comportement donc à des limites. Donc, au début même de votre projet, lors du choix de votre sujet, lors de votre thème de recherche, lors de la formulation de votre sujet, objectif et questions de recherche, donc il faut penser à tout cela. D'accord? Donc, c'est pour dire que faire de la recherche n'est pas quelque chose de très simple. Donc, ça, c'est un processus dynamique et complexe. Donc, c'est pourquoi. Donc, il y a un problème de connexion, je ne sais pas. Donc, si sera possible pour vous de réaliser ce petit travail en atelier. Donc, laisse-moi voir. Donc, je vais faire 3 groupes. Donc, 3 groupes. Donc, chaque groupe répondra à une question. Et ensuite, on va partager ce que vous avez fait.
et vous avez dit en termes de réflexion sur chacune de ces questions. OK.